je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera mon bilan lecture du mois de septembre. Alors qu'il n'aura pas été très gros parce que le dernier livre que j'ai lu, qui est à cheval entre septembre et octobre, était très gros. Du coup ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris ça m'a pris la dernière semaine du mois de septembre. Du coup je n'ai que 4 livres à vous présenter en avis lecture pour ce bilan de septembre, mais par contre j'ai 4 nouveaux livres qui sont arrivés également dans ma palle ces dernières semaines, ce dernier mois. Vous allez voir. Un achat et 4 livres que j'ai pris et 3 livres que j'ai pris directement au bureau. Du coup je vous montrerai quand même ça, tout ça pour que vous puissiez être à jour dans ma palle. Voilà. Du coup on va commencer tout de suite. Alors ce sont, que je vous dise un peu plus, il y a 2 jeunesse et 2 adultes et 2 fantaisies. Non attendez que je vous dise. Il y a une fantaisie historique, 2 fantaisies pirates on va dire, même si le tome 2 de l'un n'est plus vraiment tant pirate que ça, et un fantastique, voilà, qui est une réécriture d'ailleurs. Donc bref, on va rentrer un peu dans tout ça, comme ça vous le verrez un peu plus dans les détails. Il y en a 2 que je possède et 2 qui sont chez mes parents, donc au moins j'ai avancé sur ma palle ici et sur ma palle en France, donc c'est le bon côté. Donc on va commencer tout de suite. En premier j'ai lu une suite de sagas, donc je suis contente. J'ai lu, attendez que je me mette du bon côté, le tome 2 du Royaume de Pierre d'Angle de Pascal Quivigé, donc qui est Les filles de mai. J'avais lu, je me suis rendu compte que j'avais lu... Non c'est pas pour celui-ci, c'est pour l'autre, c'est pour l'autre jeunesse. Je sais plus, j'avais lu le premier tome il y a un an, quelque chose comme ça, je l'avais après conseillé à Claire qui l'avait beaucoup aimé. Donc c'était c'était un trop chouette livre avec lequel j'avais passé un trop bon moment. Donc je ne doutais pas que ça allait être le cas avec celui-ci et ça l'a également été. Donc je suis très très contente. J'ai adoré retrouver ces personnages, enfin vraiment je trouve qu'on s'attache extrêmement bien à eux. Alors pour vous rappeler un peu les noms, vous savez c'est l'histoire où on va suivre Thibaut qui est l'héritier d'un royaume, mais qui vogue sur les mers avec son équipage de pirates on va dire, depuis des années, et en fait bah, il doit retourner dans ce fameux royaume pour reprendre le règne de celui-ci. Sauf qu'il a un temps à partir pour y arriver, sinon il sera destitué par son frère. Du coup il va repartir vers ce royaume, et en fait pendant ce trajet il y a une jeune femme qui va arriver, enfin qui va essayer de s'immiscer dans ce bateau pour tout simplement éviter son destin, parce qu'elle était elle-même une esclave, parce qu'il y a des esclaves encore dans cet univers. Et du coup elle va monter elle va faire partie de cet équipage, sauf qu'au départ ça va pas très bien se passer parce que les femmes portent soi-disant malheur sur les bateaux pirates. Donc l'équipage va pas forcément le prendre très bien. Et puis finalement il va se passer des choses, etc. Ils vont s'attacher à elle, et puis ça va de mieux en mieux se passer. Et ensuite, en fait toute la première partie se passe sur la mer, et ensuite il y a la seconde partie qui se passe du coup dans le royaume. C'est vrai que je sais que ça passe ou ça casse, parce que par exemple Lauralie a adoré la première partie qui se passait en mer, a moins aimé celle qui se passait directement sur terre, parce que on passe de tout à rien limite, et on change un peu de perspective, donc c'est pas toujours simple. Mais moi j'aime beaucoup en fait l'écriture de l'autrice, j'aime beaucoup l'humour qu'elle met à chaque fois dans ses dialogues. Je trouve les personnages hyper attachants, et du coup ça l'a fait encore une fois. Là dans ce second tome, donc on reprend à la fin de l'intrigue du premier tome, sauf qu'il y a une part de magie qui est beaucoup plus prononcée, la part de mystère est beaucoup plus présente également. Et alors on n'en sait pas trop, je sais plus son prénom, c'est pour ça que je ne le dis pas, on n'en sait pas trop sur la protagoniste, enfin le personnage féminin. C'est vraiment un personnage sur lequel on ne sait pas grand chose. Donc j'avoue que j'espère que ce sera le cas plus dans le tome 3, parce que il y a énormément de mystère autour d'elle, et du coup j'arrive pas forcément à m'attacher à elle. Vous voyez, c'est vraiment l'un des personnages auxquels je suis le moins attachée, parce qu'il y a vraiment certaines de ses réactions que je comprends pas forcément tout le temps. Elle passe de tout à rien et vraiment sans explication, donc c'est un peu déstabilisant parfois. Mais par contre j'aime beaucoup Thibaut. Il est passé par des choses, j'en dirais pas plus, mais pas incroyable. Du coup on a beaucoup d'empathie pour lui. Et puis on le voit évoluer, on le voit grandir également, parce qu'il prend des responsabilités par rapport à avant. Ok, il avait la responsabilité d'un équipage, mais c'est pas pareil que d'avoir la responsabilité de son peuple.
tout simplement. Il voyage également toujours dans le royaume de Pierre d'Angle, mais il voyage également, donc on voit d'autres parties du paysage, on va dire. Et on se concentre également sur d'autres membres de l'équipage de base, dont Lucas. Mais j'ai adoré, je pense que ça va devenir mon personnage préféré. J'ai adoré le suivre, il est hyper attachant, vous savez c'est le genre de personnage qui connaît pas sa valeur en fait, parce qu'il en fait, il se vend pas bien. En fait, il fait tout. Il est incroyable ce personnage et il se voit pas de la manière dont les autres le voient. Et je trouve ça hyper touchant. Et encore une fois, je trouve que ça partage de très très belles valeurs. Et j'ai hâte de voir ce que va donner le tome 3. J'aimerais bien le lire quand même pour avant la fin de l'année, au moins le tome 3, comme ça il me restera que le tome 4 au pire en 2025. Mais c'est vrai que c'est une saga que j'aimerais beaucoup avancer. Parce que là, je me suis dit, pourquoi, comme toutes les sagas, où j'ai mis 10 ans à lire le tome 2, pourquoi est-ce que t'as mis autant de temps à lire la suite? Parce que t'avais adoré le tome 1, donc pourquoi ne pas avoir enchaîné avec le tome 2? Mais bon, ça c'est... voilà, ce sera toute ma vie comme ça. J'essaye de changer ça cette année et je pense que j'ai réussi parce qu'il y a beaucoup je pense par exemple à Skyward que j'ai avancé en une année là, donc où j'aurais fini cette année la saga complète, donc je pense que on peut être fier de moi. mais ouais, non, c'est vraiment trop chouette en fait, parce que je me dis, c'est bien les découvertes d'univers, mais je trouve que c'est encore mieux de pouvoir s'attacher vraiment au personnage, et ça peut marcher, enfin ça peut se réaliser que si, encore une fois, tu avances dans l'univers, tu passes du temps avec eux. Vous voyez, sinon, si tu lis que le tome 1, bon bah voilà, tu t'attaches un minimum. Mais vous voyez, ça peut pas devenir comme des membres de votre famille fictive. Et moi, c'est un peu ce que ça fait dans les sagas où il y a plusieurs tomes. Et c'est un sentiment que j'adore. Donc voilà pour celui-ci. J'ai mis 4,25 je crois, sur 5. Ensuite, celui-ci je l'ai en physique, j'ai lu Emils de Emmanuel Chastelière. Donc c'est un one-shot de fantasy historique. C'est la première fois que je découvrais cet auteur, donc c'est un service de presse qui m'a été envoyé par Emmanuel Chastelière. Donc que je remercie encore une fois. Aux éditions Argile, c'est également la première fois que je découvrais un livre de cette maison d'édition. Et ça l'a super bien fait. Encore une fois, je me rends compte à quel point, je vous le répète sans cesse, la fantasy historique devient de plus en plus un genre que j'adore. J'ai vraiment adoré cette réécriture. Surtout que je ne connaissais pas tant cette partie du monde, parce qu'en fait ça se passe entre Rome et Carthage. On va suivre le personnage féminin, donc Emils, donc c'est son point de vue tout du long, qui est marié à Hannibal Barca. Donc c'est un personnage dont on a déjà entendu parler avec nos études, etc., ou au moins de très loin, mais voilà, j'en savais pas tant que ça non plus. Et Emils, je n'en avais jamais entendu parler. Donc encore une fois, ça met en avant un destin de femme qui a peut-être été obligée, et pourtant elle en a vécu des choses, la pauvre, et elle mérite 100 fois toute notre reconnaissance. C'est en fait, elle va arriver à Carthage, donc rencontrer la famille d'Hannibal, et Hannibal de son côté va prendre un bateau pour embarquer vers l'Italie et faire la guerre. Du coup elle se retrouve des années et des années sans Hannibal, qu'elle vient tout juste de connaître, hein. On va dire que c'est un mariage qui n'a pas été contre son gré, parce que c'était également pour aider son père, donc elle l'a accepté pour lui, mais c'était pas non plus l'amour fou entre eux, vous voyez, enfin il y avait vraiment pas d'alchimie ou quoi, mais Hannibal était très sympa avec elle, donc au moment où il part, voilà, ça se passe bien. Sauf qu'elle n'avait pas encore rencontré sa famille, donc elle arrive dans Carthage, dans cette ville absolument incroyable. Vraiment, je trouve que les détails sur la ville sont magnifiquement bien décrits. Et elle va rencontrer du coup sa belle-sœur, sa belle-mère, qui sont pas très tendres avec elle, qui la voient plus comme une poupée ou comme quelqu'un qui va représenter le peuple de son père, mais qui n'aura pas son mot à dire dans la politique de Carthage, loin de là. Du coup, elle a juste à rester dans le palais et à rien faire de ses journées, et voilà, c'est très bien pour eux. Sauf qu'en fait, Emils, elle a un petit caractère et elle veut pas rester ses journées assise sur un canapé à regarder des gens jouer pour elle ou ce genre de choses. Du coup, elle va commencer à s'intéresser à la politique de Carthage, et elle va voir que il y a une différence dans les populations, qu'il y a beaucoup de pauvreté, donc elle va vouloir aider également surtout les enfants à s'instruire, sauf que ça va pas forcément plaire du coup à sa belle famille, ce changement, et qu'elle s'immisce dans la politique qui n'est pas la sienne de base. Et du coup, il va se passer des choses, on va lui attribuer également un garde, enfin
C'est le garde préféré, on va dire, de Hannibal qui lui a demandé de protéger donc Emils tout au long de son départ en Italie, tout au long de son voyage en Italie. Et du coup, bah, forcément, il va y avoir un lien qui va se créer entre Emils et ce garde. Je sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus. Donc on va voir leur relation, etc., comment ça va évoluer, tout ce par quoi elle va passer, parce que bah, elle va aussi voyager de son côté, elle va pas rester que à Carthage. Donc voilà, j'ai trouvé ça super parce qu'en fait, je ne me suis pas ennuyée du tout. Comment je peux dire? Il y a des passages lents, mais parce qu'en fait, c'est un récit réaliste sur la vie bah, d'une personne en fait. Vous voyez, c'est comme nous en fait dans notre vie, bah, il y a des moments de notre vie où bah, on fera rien de certains jours et ce sera plus lent, la journée va être plus lente à passer et je trouve ça très bien parce que je trouve ça beaucoup plus réaliste. Il ne montre pas que des passages où il y a de l'action sur action sur action, il nous montre des passages également plus lents sur la vie d'Emils et ça, en fait ça nous permet de nous attacher beaucoup plus à elle parce que bah encore une fois c'est beaucoup plus vrai et, euh, et du coup ça la rend encore plus touchante je trouve. Et elle va passer par certaines choses que vivent encore des personnes de nos jours et du coup, enfin bref, donc elle va être en difficulté plusieurs fois. Elle va découvrir également ce qu'est une vraie amitié parce que bah, quand elle est à l'époque dans son pays, elle était souvent seule, c'était quelqu'un de plutôt solitaire et du coup elle va voir ce que ça fait également de pouvoir compter sur des gens. Donc bref, elle va grandir à Carthage et on va juste la regarder grandir et évoluer et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Alors pour vous dire, il n'y a pas vraiment de magie qui est présente, donc c'est plus le contexte qui fait que ça permet de créer cette fantaisie historique parce que bah, encore une fois c'est une réécriture hein, de l'histoire mais il n'y a pas de magie en soi on va dire mais ça ne m'a pas du tout dérangé donc je me dis que je pense que c'est le bon moment pour sortir Celle qui devint le soleil de chez les Parker Jackson parce que je pense que c'était ce côté là de fantaisie historique sans magie qui me faisait un peu peur et finalement quand je vois à quel point j'ai accroché avec Emils je me dis que je pense que ça pourrait le faire avec d'autres récits. Donc voilà, j'ai mis pour celui-ci 4,5 sur 5, si vous vous demandiez. Ensuite, j'ai enchaîné avec une autre suite de saga, encore en jeunesse, donc qui est le tome 2 de Steam Sailor de E.S. Green. Donc Ellie S. Green. Donc c'est le tome 2, c'est les alchimistes. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait 4 ans, je crois, que j'avais lu le premier tome. Donc c'est une honte, vraiment, c'est une honte pas possible. Je me suis dit, mais heureusement que j'avais encore des détails en tête parce qu'il n'y a pas de résumé. Bon, après, je pense que je peux facilement retrouver un résumé spoilant, par exemple chez Summer's Book, le compte de Summer's Book sur Instagram et sur son blog, etc. Parce que bah, c'est une saga qui est quand même très connue chez Gulfstream et qui fait parler d'elle. Mais je me suis encore une fois dit, mais pourquoi je ne me suis pas lancée dedans avant? Genre vraiment, je n'ai absolument aucune excuse pour cette saga. J'étais trop contente de les retrouver. Encore une fois, c'est ça que je vous disais, c'est que c'était deux sagas où ça mettait en avant des pirates, un équipage, une famille qu'on choisit. Donc encore le trope de la fin de famille, donc je trouve ça trop chouette. Si vous ne connaissez pas, en gros, on va suivre, comment qu'elle s'appelle Prudence, c'est ça, qui vit sur la Terre, on va dire. Enfin, c'est pas sur notre Terre parce que c'est un monde de fantasy, mais en bas, voilà, parce qu'il y a des gens qui vivent en haut dans le ciel sur des fameux bateaux pirates entre guillemets, et donc parce que ce sont des pirates du ciel et Prudence de base vit en bas. Un jour il va se passer quelque chose, elle va se faire enlever par l'équipage de l'héliotrope, donc elle va les rejoindre, elle va s'installer avec eux, elle va vivre avec eux, elle va vivre des aventures avec eux. Et on se rend compte que Prudence, bah, c'est un personnage qui cache sans le vouloir beaucoup de choses, qui a peut-être des pouvoirs particuliers, on sait pas trop. Et du coup, ils ont une quête, c'est de trouver un endroit, je ne vous en dis pas tant, qui apparemment referme des trésors absolument incroyables. Donc ça c'est leur quête, ils visent cet endroit avec tous les pirates. Et c'est ce qui se passe dans le tome 1. Dans le tome 2, on est juste après de la fin du tome 1, donc j'ai trouvé ça très chouette. Mais moi, ce qui m'a manqué, alors j'ai beaucoup aimé le tout début, j'ai
il y a juste une partie entre les 50-70% on va dire que j'ai un peu moins aimé parce que c'est pas ce que j'attendais forcément de ce tome 2, mais en même temps pourquoi pas, ça m'a surprise et ça permet également de découvrir un gros pan de l'univers qu'on n'aurait pas découvert sans cette partie de l'intrigue. Parce que en fait vous savez moi j'adore quand les... Bah, vous voyez ce trope de fan family où ils sont tous ensemble. Et je suis un peu moins fan du fait d'éparpiller tout le monde en groupes différents. Parce que je sais pas, je les adore ensemble mais j'ai pas envie qu'ils soient séparés tout simplement. Donc vous vous doutez bien de ce qui arrive dans celui-ci, je n'en dirai pas plus mais du coup c'est cette partie dont j'étais un peu moins fan. Et également parce qu'il y a l'absence d'un personnage que j'aime beaucoup dans le tome 1 qui n'est pas vraiment présent dans ce tome 2. Voilà, pendant une grosse partie du tome. Bien sûr je vous dirai pas qui pour vous laisser un peu découvrir tout ça, mais c'est un peu ce qui m'a chagriné dans ce tome 2, donc c'est pour ça que ça n'a pas été un coup de cœur comme je l'espérais. J'ai mis quand même un 4 sur 5 parce que bah, j'ai beaucoup aimé, qu'encore une fois ça nous permet d'introduire d'autres personnages, qu'on nous explique beaucoup plus la magie qui est présente dans cet univers grâce à un autre personnage qui nous a introduit. Voilà, c'est compliqué parce que c'est une suite de saga, donc je peux pas trop vous en dire, mais sinon ça a été une super découverte et je suis très contente de continuer cette saga et j'ai très hâte de me lancer dans le tome 3, je pense et j'espère, je croise les doigts, parce que de toute façon c'était dans ma liste des sagas que je voulais terminer avant la fin de l'année, que je lirai le tome 3 bah, avant la fin de l'année et je pense que j'aurai le temps, sincèrement. Novembre et décembre je travaille pas du tout. Donc avant de rentrer en France, donc je pense que j'aurai le temps, clairement. Mais ouais, c'est encore une saga que je peux que vous conseiller si vous aimez la jeunesse. En fait, c'est un mélange entre jeunesse et young adulte. Bon, je pense que ça touche beaucoup plus à la jeunesse, mais je pense que ça peut aussi, c'est une saga qui peut se lire facilement pour les adultes. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller cette saga. Et enfin, et c'est un one shot. Donc en fait, j'ai lu 2 one shot et 2 suites de saga. Donc bon, on va dire que ça va, c'est un bon ratio. J'ai lu Les Beaux et les Élus de Engi Vo que je vous ai présenté dans les... Non, je sais plus. Je sais plus ici si je vous l'avais montré. Mais c'est un livre que j'ai pris au bureau au mois d'août. Donc vous voyez, je l'ai lu très rapidement parce qu'il me faisait très envie. Puisque c'est une réécriture de Gatsby. De Gatsby quoi. De Scott Fitzgerald. Et c'est... Alors je ne l'ai jamais lu. Je l'avais acheté en anglais... Finalement, je l'avais pas lu. Mais par contre, j'ai vu le film. Je sais que la maison d'édition conseille d'avoir lu ou d'avoir vu le film au moins pour vraiment être imprégné dans cette histoire. Parce que à la différence du film, on va suivre cette fois-ci... Jordan Baker. Vous savez, Jordan Baker dans ce film, c'est la meilleure amie de Daisy. C'est la meilleure amie de Daisy, enfin c'est son amie la plus proche. Et du coup, cette fois-ci, on va pas suivre le point de vue de Nick, mais on va suivre le point de vue de Jordan Baker qui est dans cette réécriture. Alors je ne sais plus exactement où, mais elle est d'origine asiatique, donc je trouve que ça change également beaucoup de la version originale. Et du coup ça apporte beaucoup de questionnements sur toute cette société des années 20 aux États-Unis qui était... Enfin, où les richesses coulaient de partout, où les soirées, enfin, il y avait des soirées mondaines absolument partout, mais où tout le monde, bien sûr, n'était pas invité. Et donc, on parle également ça parle beaucoup de racisme grâce au point de vue de Jordan, parce qu'en fait, elle est acceptée dans cette société parce qu'elle a été adoptée par une femme qui fait partie de la société mondaine. Et du coup, quand les personnes parlent par exemple, comment je veux dire des gens qui ne sont pas américains, d'origine américaine, ils disent « Oui, mais toi, Jordan, ça ne te concerne pas. » Alors que, en soi, si, parce que Jordan est d'origine asiatique, encore une fois. Donc c'est juste que, vous savez, ils sont là à cracher sur le dos des étrangers devant elle. Donc elle, en fait, elle est dans cet entre-deux où elle se dit « Mais je fais partie d'eux, donc ils ne s'attaqueront jamais à moi. » Mais en même temps... il s'attaque à mes origines, donc il s'attaque à une partie de moi quoi qu'il arrive. Donc c'est pas toujours très simple pour elle d'exister dans ce monde et de se faire sa place. En fait elle a beaucoup trimé, vous voyez, comparé à d'autres où c'est donné à la naissance, elle a beaucoup travaillé pour avoir la place où elle est aujourd'hui. Mais du coup, je pense pas que je vais vous redire quand même l'histoire de Gatsby. Si? Non? En gros, on va suivre... vous savez, c'est Peter... Wow, parce que c'est Peter Parker, c'est le... Je pensais à l'acteur de Spider-Man. C'est Nick qui arrive dans cette
dans cette ville, dans ce village ou je ne sais quoi, dans cette ville plutôt, qui va vouloir rencontrer Gatsby. Gatsby qui est cette figure absolument incroyable que tout le monde idéalise de malade parce que bah, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui organise des soirées absolument incroyables où il faut que tout le monde soit invité à ces soirées si vous voulez être bien vu dans ce monde. Et on va comprendre que Gatsby est amoureux depuis des années de Daisy, donc la meilleure amie de Jordan, et qui va absolument tout faire pour essayer de l'avoir. Quitte à... Voilà. Mais tout faire, hein. Quand je vous dis tout faire, c'est le mec qui est lourd. Et alors que Daisy bien sûr est mariée depuis des années à son mari qui la traite pas super bien, qui préfère aller voir qui préfère aller voir des jeunes filles plutôt que rester, passer cette soirée avec sa femme. Donc voilà également. Et en fait dans cette réécriture c'est parce qu'il y a un twist fantastique mais je trouve qu'il n'est pas super bien expliqué avec des démons, avec du sang de démons qui donnerait cet effet de relaxant ou je ne sais quoi. En gros c'est de la drogue. Enfin bref, je trouve que c'est pas super bien expliqué et je trouve pas que ça apporte un truc incroyable vis-à-vis de l'univers. Enfin, en fait moi je trouve que j'ai mis un 3 sur 5 à cette réécriture parce que je trouve pas qu'elle soit très originale et que je trouve ça trop dommage parce que j'ai envie de dire autant limite lire l'histoire originale. En fait je voulais vraiment quelque chose qui changeait de l'histoire originale et c'est pas forcément ce que j'ai eu et j'ai trouvé ça dommage. Voilà. Donc je vous conseille pas forcément par exemple de lire celui de Fitzgerald et ensuite d'enchaîner tout de suite avec ça parce que vous aurez l'impression de lire à peu près la même chose. D'un point de vue différent bien sûr, avec quelques sujets différents, plus engagés quand même que dans l'œuvre originale, mais pas si original que ça. Voilà, et j'ai trouvé ça trop dommage par rapport à ce côté-ci. Par contre, j'ai beaucoup aimé la plume. Après, elle est bonne parce qu'elle arrive à nous faire détester tous les personnages à part Jordan. Enfin, vraiment, je me suis dit, mais ils sont tous hypocrites, médiocres, tout ce que vous voulez, ils sont insupportables. Enfin, en fait, vous n'arriverez pas à vous attacher à eux, tout simplement. Après, et encore une fois, ça se lit hyper rapidement. Il fait quoi? Il fait un peu plus de 300 pages, 310 pages, quelque chose comme ça. Donc bon, voilà. Si vous aimez toute la période un peu années 20, années folles, etc., je pense que ça pourrait vous plaire. Mais ne vous attendez pas à un twist fantastique qui prenne énormément de place et qui soit vraiment bien expliqué parce que je trouve que c'est pas forcément le cas. Donc voilà pour mes avis lecture. On va passer rapidement aux livres qui ont rejoint ma palle ces dernières semaines, derniers mois, donc les 4 dont je vous ai parlé au tout début. Tout d'abord, je commence avec les 3 que j'ai pris directement au boulot. Je me suis pris Girlfriend on Mars de Deborah Willis, donc aux éditions Rivage. Ce sera mon premier livre des éditions Rivage. Et je l'ai pris grâce à l'avis de Lucie a lu, qui a beaucoup aimé. Et en gros, de ce que je peux vous en dire, ça se passe à Vancouver. C'est pour ça que je l'ai pris Canada. Non, je rigole, c'est pas que pour ça. Kevin et Amber, donc la trentaine, végètent sur leur canapé. Pour Kevin, le projet de vie est assez clair, cultiver leur plant de cannabis et s'engager à aller nulle part ensemble. Voilà. Mais face à l'effondrement général, Amber a besoin d'idéal et d'action, elle a besoin d'espace. Alors elle s'inscrit au casting d'une nouvelle émission de télé-réalité, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup intriguée, qui s'appelle Mars Now, qui apparemment est entre Survivor et Star Trek. Et en gros, ça entend élire le couple idéal pour l'envoyer sur Mars et rendre la planète rouge habitable. Donc c'est un improbable aller sans retour à en remporter à force de likes et de followers. Donc voilà, donc en gros ça va parler de la télé-réalité. Entre quête de gloire et éco-anxiété, Girlfriend on Mars s'amuse avec une réjouissante intelligence de notre rapport de plus en plus troublé au réel. S'écrit malicieux, pop et acidulé, ce roman signe l'entrée en littérature d'une nouvelle voix féminine à l'humour ravageur, plein d'amour pour l'humanité d'ici bas. Et oui, c'est ce que j'avais lu, c'est qu'il y a énormément d'humour dans ce récit. Donc elle avait même eu un petit coup de cœur, il me semble. Donc bref, j'ai vu de très bons avis passer sur ce livre. Donc il me donne extrêmement envie. Et je sais pas, je trouve que la couverture donne aussi très envie. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais voilà pour celui-ci. Ensuite, ça c'est un livre que m'a conseillé un de mes collègues parce que j'avais adoré Super Méchant Débutant. Du coup je me suis prise Sbire de Nathalie Zina Walshutz aux éditions Au Diable Vauvert. Donc bon, la couverture
donne pas du rêve, mais apparemment c'est très drôle également. C'est écrit analyste intérimaire, précaire, grièvement blessé par le plus puissant des super-héros, Anna Tromedlov entreprend de chiffrer les dommages collatéraux dont ils sont responsables. Armée de ses tableurs Excel, réussira-t-elle à sauver le monde de ces catastrophes ambulantes en slip et collant? Donc voilà, je pense que ce sera une belle critique des figures des super-héros, donc avec beaucoup d'humour. Donc pourquoi pas? Et c'est écrit un joyeux détournement de la figure voilà, du justicier masqué et une critique hilarante du libéralisme économique. Donc c'est un sacré petit pavé quand même. Et ouais, il fait 560 pages, la vache. Bon, c'est pas un format, vous voyez par exemple, grand format, il y a un peu plus petit. Mais quand même quoi. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite le dernier que j'ai pris hier, je crois d'ailleurs, tout simplement. Donc hier on était le... parce que je suis en... J'ai pris un petit congé ce vendredi. On était le 10. Voilà, je l'attendais beaucoup. C'est Entrer dans le monde de Claire Duvivier, donc dans la collection M+, de l'école des loisirs. Donc c'est de la SF pour jeunes, en jeunesse. Donc c'est écrit questionner la vérité, conquérir sa liberté. Xabi n'a jamais rien connu d'autre que les espaces clos et rassurants du domaine souterrain du Danube, comme les 25 autres adolescents avec qui il partage son quotidien. Ici, les journées sont parfaitement organisées, le matin, leçon à l'académie avec l'hologrammiste, l'après-midi, session d'activités physiques et loisirs, avant qu'ils rejoignent leur quartier et leurs animaux domestiques pour la soirée. Parfois, tuteur médecin, tutrice technique, tuteur fermier et tutrice vétérinaire les accompagnent dans la forêt qui se trouve à la surface. Bientôt, ils devront quitter ce petit paradis pour entrer dans le monde, mais qu'y a-t-il vraiment par-delà les frontières du domaine? Lorsque des inconnus venus d'ailleurs leur rendent visite, Xabi est loin de se douter que pour les 26 du Danube, plus rien ne sera jamais comme avant. Donc apparemment c'est une de la très bonne science-fiction pour jeunes, pour les enfants on va dire, pour la jeunesse. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. La couverture est sublime, c'est une couverture de Tom Ogoma. Donc encore une fois ça donne très envie. Et oui, ouais, donc j'ai vu en fait là tous les avis que j'ai vu passer ces derniers jours sont très bons, donc ça m'a donné extrêmement envie. Et Claire Duvivier, je vais pas tarder également à la découvrir enfin dans Capitale du Nord, donc je pense que ça sera très chouette et j'ai très hâte de me lancer. Il fait 340 pages, donc bon ça va se faire tout seul, c'est l'école des loisirs, c'est écrit très gros. Donc voilà pour celui-ci. Et enfin, c'est un achat, et c'est mon seul de ces derniers mois, parce que comme je sais que je vais partir, voilà, faut que j'arrête, hein, parce que si je sais pas comment je vais faire pour les ramener tous, je pense que je vais devoir en envoyer en France, donc ça va me coûter horriblement cher. Et je me suis pris en VO The Silver Blood Promise, donc le premier tome The Last Legacy, ou c'est la saga The Last Legacy, je sais plus, de James Logan. Donc en fait c'est une saga que j'ai vu énormément passer sur le booktube américain anglophone et BookTok aussi il me semble. Il est très bien noté, je suis allée voir les notes sur Goodreads, il est à 4 et quelques, donc bon super. Je sais plus si c'est une trilogie ou pas, je ne sais plus. Et c'était écrit que c'était pour les fans de Scott Lynch, de Nicolas Eames et de Joe Abercrombie. Donc Scott Lynch j'ai acheté, vous savez, à New York, The Lies of Locke Lamora, et Joe Abercrombie j'aimerais bien me procurer l'épée de la vérité quand je rentrerai en France, donc c'est aussi un auteur que j'aimerais découvrir. Et voilà ce que je peux vous en dire, ça a été conseillé par Sébastien de Castel. C'est un sacré pavé aussi, il fait 520 pages mais c'est écrit tout petit quoi, vraiment très petit, donc on verra bien quand est-ce que je le lirai. Mais ouais, je pense que c'est de la bonne fantasy classique. Donc voilà pour celui-ci, je vous en dirai plus quand je le lirai. Encore une fois quand je vous ferai mon résumé pour les avis de lecture. Mais il me donne extrêmement envie. Donc voilà pour le mini book haul. Vous le savez, hein, j'en fais plus tant parce que j'attends mon retour en France. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre meilleure lecture du mois de septembre, si dans ceux que je vous ai présentés, il y en a que vous avez lu, vous avez aimé ou pas. Et puis combien de livres peut-être vous avez lu en septembre. Je suis toujours intéressée de savoir tout ça. Et puis moi je vous retrouve très bientôt comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. À bientôt.